けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんないないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど And why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des talents gâchés. Et quel sujet on va aborder aujourd'hui? Pas des moindres, le déjà mythique Edwin Valero. Né le 3 décembre 1981 à Mérida au Venezuela, Edwin Valero grandit au Venezuela, et le Venezuela, comme bien des pays d'Amérique latine, est marqué par la grosse pauvreté. Et Edwin Valero n'échappe pas à ce milieu violent. Et ses capacités que d'aucuns pourraient qualifier de surnaturelles l'amènent à la boxe anglaise. Il commence comme souvent par une carrière amateur qui en featherweight qui marquera mine de rien la catégorie au niveau continental, au niveau sud-américain. Et suite à ces quelques succès en amateur, notamment la prise une médaille d'or aux Jeux des Caraïbes, il démarre sa carrière professionnelle en juillet 2002. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est le terme destructeur n'est pas assez fort pour décrire tout ça, que des KO au premier round. En un an de carrière, il enchaîne, en à peine un an de carrière, il enchaîne 8 combats, donc quasiment aucun ne dépasse les 2 minutes. Et principalement au Venezuela. Et à partir de juillet 2003, il commence une petite carrière aux États-Unis et se fait remarquer par nul autre que Golden Boy Promotions. Et la toute récente Golden Boy Promotions, qui vient d'être créée par Oscar De La Hoya et qui doit, pour se mettre au niveau des autres compagnies de promotion, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des gros noms. Et Oscar De La Hoya et Golden Boy Promotions sont bien conscients du potentiel de superstar de Edwin Valero. Cela dit, pour que Edwin Valero puisse signer avec Golden Boy Promotions et une carrière aux États-Unis, il faut une visite médicale qui aura lieu à New York. Et c'est là que le plus ou moins secret de Edwin Valero est découvert, c'est qu'il a de graves lésions cérébrales dues à un accident de moto en 2001, fin 2001, qui avait même dû retarder, un grave accident de moto, vu ses séquelles, c'est un peu évident, qui avait même dû retarder ses débuts professionnels qui devaient avoir lieu septembre 2001, qui ont été repoussés jusqu'à juillet 2002, comme je l'ai dit. Donc, gros accident et gros séquelles. J'imagine par quelques filouteries, il a pu obtenir une licence et combattre entre 2002 et 2003. Sauf que là, avec la visite médicale à New York, ça ne passe pas. Ce qui fait que déjà, alors qu'il en est qu'à son 13e combat, il y a déjà un gros layoff de quasiment 1 an et demi.
le temps, ben, même pas de récupérer de ses blessures, parce que des lésions cérébrales, c'est quasi impossible de récupérer de ça, mais le temps de pouvoir trouver une nouvelle licence. Ce qui, malheureusement, quelque part, réussira à faire, et il finira par remonter sur le ring en 2005. Et et là encore, ce nouveau début, quelque part, ce redépart à zéro, bah, est de nouveau marqué par une machine à KO au premier round. Et pendant une nouvelle fois près d'1 an et demi, il enchaîne les KO au premier round jusqu'à son 19e combat face à Gennaro Tranzano au Japon, qui, de son côté, parviendra miraculeusement à tenir jusqu'au deuxième round, parvenant à marquer la petite histoire, la toute petite histoire, et surtout à rafler un bon paquet de pognon, étant donné qu'un riche parieur lui avait promis, étant donné que pour l'anecdote, un riche parieur lui avait promis une très très grosse prime pour tenir jusqu'au deuxième. Voilà, fort probable qu'il vive encore sur cette prime. Et donc cette série de victoires impressionnante, mais qui ne veut pas dire grand-chose, parce que même s'il a affronté des mecs avec une fiche respectable, il n'a pas encore affronté le niveau mondial. Mais le phénomène est devenu impossible à ignorer par les champions de son époque. Et c'est ainsi qu'en août 2006, il obtient son premier title shot pour la ceinture WBA des 130 livres, super featherweight, face au quelque part jeune champion WBA, que ce soit en termes d'âge ou en termes de carrière. Voilà, 26 ans et qui a pris sa ceinture il n'y a même pas 2 ans, mais qu'il n'a quasi pas défendu. Vincenzo Mosquera. Et là, on va avoir le droit à une guerre nucléaire, on peut le dire. Une guerre nucléaire et un combat absolument dinguissime qui commence à la Edwin Valero avec un premier round, mais où on ne sait pas comment Mosquera peut terminer ce round. Il va déjà 2 fois au tapis dès le premier round. Le deuxième round, il traverse l'enfer, mais de peu. Il est KO debout à la fin du deuxième. Mais il survit. Et le troisième round, il revient comme un beau diable. Et il parvient à faire tomber Edwin Valero pour la première fois de sa carrière sur un knockdown très, très, très violent. Voilà, très, très violent, faut pas l'oublier. Et c'est à son tour de mettre la pression. C'est à son tour de mettre Valero vraiment dans le dur. Et quelque part, Valero est pendant quelques moments en mode survie. Et ben mine de rien, Valero, on ne sait pas s'il peut tenir. Parce que tous ces combats n'ont même pas duré 2 rounds. Et là, le combat dure. Le combat dure. Et la question, c'est est-ce qu'il peut tenir un combat dur et un combat dur physiquement et qui s'éternise? Ben la réponse est oui. Et c'est que non seulement Valero tient, mais il ne baisse pas de régime. Même dans un combat long, même en étant mis sous pression, parce que Mosquera met la pression, et ben il parvient à tenir le même rythme. Il envoie des rafales de coups, que ce soit en contre, en crochet, en uppercut, un peu moins les uppercuts, en direct. Les attaques sont très variées, que ce soit au corps ou à la face, constamment. Voilà, les attaques sont constantes également. Et Mosquera, qui, plus en mode carapace, si l'on peut dire, il garde haute, il essaye d'encaisser les coups et de répliquer, notamment avec une droite
assez énorme, voilà, et faisant face au Southpaw qu'était Edwin Valero. Son money shot, c'est le cross, c'est le right cross en contre qui touche à de nombreuses reprises. Son cross vous touchera, mais sauf que Valero, non seulement est un énorme puncher, non seulement est très agressif, mais en plus, il a un menton. Et pas n'importe quel menton, parce que ce qui se prend sur ce combat, beaucoup, beaucoup ne s'en remettraient pas. Et Mosquera, qui semble plus vouloir jouer le combat de l'usure, se fait prendre à son jeu. Et petit à petit, celui qui est usé, celui qui a mal, celui qui craque, c'est pas Valero, c'est Vincenzo Mosquera. Il craque dans un 10e round assez terrifiant parce qu'il faut quand même, parce que il prend quand même 10 minutes de punition, 2 minutes, pardon, 2 minutes de punition et il est quelque part sauvé par son corner qui finit par jeter l'éponge. Mais ainsi, après un combat dantesque, et le mot est adéquat, eh bien, Edwin Valero remporte son premier titre mondial dans cette catégorie des 130 livres qui, à cette époque, on est en 2006, est de plus en plus relevé. Et de plus en plus relevé avec les Fabulous Four de cette époque. Voilà, je vais pas tous vous les citer, mais voilà. Il y a les Fabulous Four et il y a Edwin Valero. Et malheureusement, voilà, je spoil, mais malheureusement, aucun des grands combats qu'on aurait pu espérer pour Valero n'adviendra. Mais malgré tout, il est champion et il va défendre son titre par 4 reprises. 2 assez anecdotiques, mais j'aimerais m'attarder légèrement, pas très longtemps, mais légèrement sur deux d'entre elles, face à des Japonais très solides. La première en mai 2007, face à Nobuhito Honmo, qui lui avait une très belle trajectoire de carrière, qui était quelque part déjà un vétéran, qui régnait sur le Japon dans cette catégorie, qui régnait sur le Japon depuis 2002, qui sortait de 2 gros combats pour le titre au PBF qu'il avait dominé. Donc en Asie, c'est le boss de la KT. Et l'autre, c'était Takehiro Shimeda, qui de son côté avait lui aussi eu un beau parcours, mais qui venait de catégorie supérieure, dont les plus gros faits d'armes étaient chez les lightweight, qui avaient régné sur le Japon pendant quelques années lui aussi sur les lightweight, et qui de son côté restait sur une série de victoires avant la limite assez impressionnante. Les adversaires n'étaient pas forcément grands, mais les démonstrations étaient vraiment impressionnantes. Et donc, ces deux combattants, sans livrer des combats, sans livrer de grosses guerres, livreront malgré tout des combats durs. Des combats que Valero domine, mais des combats où il se prend des coups. Et je pense que ça aura un certain impact sur sa carrière et sur sa vie, de manière générale. Mais malgré tout, ces 4 défenses, il les remporte avant la limite, là encore, et il décide de monter de catégorie pour aller chez les lightweight. Et dans cette catégorie, il obtient directement un nouveau title shot pour la ceinture vacante WBC, qui avait été laissée vacante par Manny Pacquiao. Et il se retrouve face au contender number 1, Antonio Pitaloa. Comme ça c'est pas un nom qui doit vous rester. Mais même s'il n'a pas marqué l'histoire de la boxe, chez lightweight, du côté du Mexique, il a été assez dominant. Depuis 2001, il était sur une grosse série de victoires, la plupart avant la limite, et même, je crois, quasi toutes. Et il venait de remporter sa
mondial face à José Armando Santa Cruz, qui comme ça, lui non plus ne doit pas vous parler, sauf que Santa Cruz, avant d'affronter Pitelboa, il sortait d'un énorme combat face à Joel Casamayor, qui était le roi de la KT à l'époque, combat qu'il avait perdu par split decision. Et quand vous regardez le combat, on peut légitimement dire que le Mexicain s'est fait voler face à Joel Casamayor, qui était, encore une fois, le roi de la catégorie à ce moment-là. Et Pitalois, ce mec-là, il l'a massacré en 6 rounds. Mais vraiment massacré pour sa demi-finale. Donc, c'est le clair contender qui est opposé à Valero. Et Valero, qu'est-ce qu'il fait? Un massacre? Un pur massacre. Un premier round calme, tranquillou. Et deuxième round magnifique avec cet enchaînement assez mythique qui est, je crois, sur le premier knockdown où il avance sur double jab, cross du gauche et crochet du droit magnifique. Puis, on est encore très très tôt dans le round, on n'est même pas à 30 secondes. Et Pitalois, on ne voit pas comment Pitalois peut survivre à ce round et il n'y survivra pas. Il retournera au tapis encore 2 fois et sera arrêté. Et c'est ainsi que Edwin Valero deviendra le champion WBC des lightweight. Et c'est ainsi qu'on s'entame, presque, et on ne le sait pas à ce moment-là, mais malheureusement entame son dernier chapitre de carrière. 2 nouvelles défenses de ce titre lightweight face à Hector Velasquez, que vous connaissez sûrement pour son combat contre Manny Pacquiao, combat qui avait permis à Manny Pacquiao de faire quelques ajustements avant de réaffronter Eric Morales, et un homme qui aurait pu être une légende, Antonio DeMarco. Donc, et ces 2 combats, ce seront une nouvelle fois des combats durs face à des mecs très très durs qui ont par-dessus tout ça avaient du punch. Mais ces 2 hommes, Valero va les faire plier. Les 2 vont abandonner. Velasquez au 6e round et DeMarco au 9e. Et quand même bien rappelé. Alors, combat dur, peut-être que c'est un peu extrême, mais ça reste quand même des combats où il a pris des coups. Mais ça reste, malgré tout ce qu'on peut dire, des démonstrations. Notamment celle face à Antonio DeMarco qui reste à l'esprit, où il lui a roulé dessus pendant 9 rounds au point de faire abandonner Antonio DeMarco. Et Antonio DeMarco, par la suite, il aura une sacrée carrière. Il aura un combat de légende qu'il gagnera face à Jorge Linares, toujours dans cette catégorie lightweight, titre qu'il défendra par 2 fois par des KO très impressionnants. Et par la suite, il aura quand même ça sera un gatekeeper très dangereux qui a affronté quelques-uns des meilleurs dans ces catégories de poids, comme des mecs comme Jesse Vargas, Renzo Barthelemy ou Omar Figueroa Jr. Et ou même Jamal James chez les welterweight. Donc, ça reste un nom de la boxe qui était peut-être un peu vert, mais qui était déjà extrêmement dangereux. Et bien, Valero l'a fait plier, complètement plier. Et à ce moment-là, Valero, il est à 27 victoires, 27 combats, 27 victoires, 27 avant la limite. Ce qui sont des chiffres, je crois, quasiment uniques. Et tout simplement impressionnant parce que même s'il n'a pas des légendes dans son palmarès, il a des noms. Il a de vrais noms, de vrais contenders des catégories, voire même des champions. Et il les a tous fait plier avant la limite. Et à ce moment-là, il n'a que 28 ans. Donc l'avenir lui appartient. Sauf que
ces démons vont le rattraper. Et en... pardon. Ah, putain. Et donc en début 2010, peu après son combat contre Antonio De Marco, Edwin Valero est arrêté pour le meurtre de sa femme et il décidera de se suicider en prison, malheureusement. Et quelque part, ce drame était peu le voyait venir, mais quand tu t'intéresses à tout ce qui est toutes les affaires qui avaient pu être ressorties en amont, c'était pas si surprenant que ça, parce que sa femme avait de multiples fois été emmenée à l'hôpital avec de graves blessures. Bon, à chaque fois, ils avaient prétendu que c'était des blessures dues à des chutes dans les escaliers ou ce genre de conneries. Bon, vous connaissez les bails. Mais en plus, même sans compter ça, Valero avait été connu au Venezuela, avait de nombreuses affaires de violence, de drogue, d'alcool. Et tout ça, c'était connu, mais très ignoré. Car Valero avait des relations, très grand proche du dirigeant vénézuélien Hugo Chavez. Et c'était un véritable... c'était un véritable héros national. Et c'est pour ça qu'on taisait tout ça. Mais voilà, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on a à encourager, évidemment. Et pourquoi j'ai demandé je vous ai demandé tout à l'heure de retenir ces combats durs face aux deux Japonais, face à Vincenzo Mosquera, même face à Antonio De Marco. C'est parce que ces combats-là, ça a été des combats durs. Ça a été des combats où il a pris des coups. Et quand tu as déjà, depuis longtemps, des lésions cérébrales importantes, ça, ces deux éléments-là il est difficile de ne pas mettre en relation ces deux éléments-là. Parce que même s'il est probable que Valero était déjà quelqu'un de violent avant tout ça, tous ces événements, enfin tous les événements les plus graves, ont été recensés après 2008. Enfin, on commençait vraiment les événements les très graves ont été recensés après 2008, après tous ces combats où il a été mis dans le mal. Donc, je pense que malgré tout, même s'il n'avait pas eu ses ennuis avec la justice et ce suicide, je ne sais pas si Valero aurait pu continuer longtemps avec ses lésions cérébrales. Peut-être que il y aurait pu y avoir des combats de légende, évidemment, mais je pense que même s'il avait continué, je pense que ça aurait pu très très mal finir pour lui, dans tous les cas. Et ça reste, c'est un grand dommage pour la boxe, parce que vous voyez le mec, c'est un immense talent, mais des talents comme on en voit très rarement, comme on en voit qu'une fois par génération de boxeurs. Parce que le mec avait tout, 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 tout. Il avait la puissance, le punch, évidemment. Il avait la technique, il avait la vitesse, il avait l'IQ box. Il avait les footwork. On n'en parle pas assez, mais le mec, il avait un footwork assez impressionnant. Bon, c'était pas une ballerine, mais c'était un mec qui se déplaçait très intelligemment. Il avait un coup d'œil et un sens du contre absolument magistral. Il avait tout. Il avait le menton par-dessus tout. Il avait le menton et il avait et c'était pas un bleeder. On va pas dire que c'était un mec qui avait une peau de crocodile, mais c'était pas un bleeder. C'était pas un mec qui saignait à la première occasion. Et il avait le mental par-dessus. Et par-dessus tout, il avait le mental. C'est ce qui lui a permis de tenir dans ses combats durs. Donc,
immense. Et voilà, pour toutes ces raisons, Edwin Valero reste et restera à tout jamais un des plus grands talents gâchés de l'histoire de la boxe. Et ce sont sur ces mots que je conclus cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu, le commentaire, et si continuer la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut!